Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Merci d'être là présent durant cette vidéo. Merci à ceux qui l'apprendront, qui l'écouteront, qui la visionneront au fil du temps, de la journée peut-être et au-delà. Merci d'être présent, j'espère que vous allez bien mes amis, j'espère que chez vous tout va bien sur votre lieu de travail si vous travaillez, je vous le souhaite. J'espère que ça va bien, que ça se passe bien entre vos collègues de travail, que tout se passe bien en famille, que tout se passe bien entre amis, vos amis bien sûr. Et puis que chez vous, ma foi, vous avez un peu comme chez nous, là en ce moment, un petit peu de soleil, pas souvent, mais hier matin il pleuvait très fort d'ailleurs. Il pleuvait à cordes. Alors quand je dis hier matin, pour vous, c'était avant-hier, en fait. Bon, parce que là nous sommes vendredi, vendredi 26 février, c'était donc le 24 février, donc mardi, il pleuvait ici à cordes, des cordes. Assez souvent, c'est la région qui veut ça, c'est le pays pays de Loire, pays de Porte de Bretagne, escalier de Bretagne, vous savez, on escalade pour aller en Bretagne. Bon, bref, pour moi, c'est pas la Bretagne, mais bon, ça, c'est autre chose. C'est un autre discours. Chers amis, nous allons immédiatement voir le sujet du jour. Alors, c'est toujours, je partage avec vous, bien sûr, cette page, évidemment. Nous allons parler aujourd'hui, après. Qu'est-ce qui se passe là? Après Louis IX, dit Saint-Louis ou le prud'homme, nous allons parler, bien sûr, de Philippe III, son fils. Alors, qu'est-ce que. Ah ben oui, je reviens un peu à l'arrière, excusez-moi. J'avais vu quelque chose qui est pas mal. Donc Louis III, deuxième fils de Louis IX, dit donc, et de Marguerite de Provence, sacré à Reims le 30 août 1271. Alors nous y allons. Voilà le sacre de ce roi. Voilà, parfait. Et les évêques, l'église est omniprésente, vous le voyez, chers amis. Ça y est, cette fois, plus moyen de la détrôner, l'église. Elle restera là jusqu'à la Révolution, même jusqu'à aujourd'hui en 2025. Soyons sérieux, sous d'autres formes, mais elle est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce roi Alors, Philippe III dit le Hardi, né le 1er mai 1245 à Poissy et mort le 8 octobre 1285 à Perpignan et roi de France de 1270 à 1285. Il est le 10e souverain de la dynastie dite des Capétiens directs. Oui, demain c'est le 11e et le dernier. Il était le second fils du roi de France Louis IX, dit Saint-Louis, et de son épouse Marguerite de Provence. Alors on va faire d'abord comment dire, le déroulement des titres. Donc roi de France, 25 août 1270, 5 octobre 1285, soit 15 ans, 1 mois et 10 jours. Couronnement le 15 août 1271, un an plus tard, dis donc, pas de temps, la cathédrale de Reims, prédécesseur Louis IX, successeur Philippe IV. Alors Philippe IV dit le bel, on verra ça plus tard. Biographie, donc dynastie Capétien, bien sûr. Date de naissance 1er mai 1245, lieu de naissance à Poissy, en France. Date de décès 5 octobre 1285 à 40 ans. Lieu de décès Perpignan, en Majorque, c'est ça. Sépulture basilique de Saint-Denis. Père Louis IX, décidément. Mère Marguerite de Provence. Conjoint Isabelle d'Aragon. Voilà. Marie de Brabant, alors de 1262 à 1271, Marie de Brabant de 1274 à 1285, date de sa mort bien sûr. Non, 1235, pardon, 10 ans avant sa mort, la mort du roi. Alors, enfant avec Isabelle d'Aragon, Louis de France, voilà, oh, elle ne me plus, waouh, et le fils de Philippe III de France, dit le Hardi. D'accord, il est l'héritier de la couronne de France, mort prématuré, oui d'accord. Philippe IV, alors c'est lui bien sûr qui prendra la suite, puisque c'est le cadet, mais enfin l'aîné étant mort, voilà c'est le deuxième. Donc Robert de France, Charles de Valois, troisième ou quatrième plutôt, avec Marie de Brabant, donc il a eu Louis d'Évreux, voilà, Louis d'Évreux, d'accord.
Marguerite de France. Alors, Blanche de France, princesse capétienne, fille, d'accord. Ensuite, héritier, donc Louis de France, 1270-1276, mais mort prématurément, comme on l'a vu. Donc ce sera Philippe IV, 1276 et 1285. Voilà, Philippe IV. Donc résidence à Paris. Bon, sans commentaire, sans ajout. Est-ce que c'est le Louvre, à Vincennes, château de Vincennes? Bon. Alors déjà, un petit mot avant sur son successeur. Donc, non, on en parlera demain. Alors, un avènement dans la douleur. Aïe. Alors, à la suite du traité de Corbeil, Corbeil-Essonnes, donc en Île-de-France, bien sûr, conclu le 11 mars 1258 entre Jacques Ier d'Aragon, voilà, et son père Philippe fut marié en 1262 avec Isabelle d'Aragon. Le mariage fut célébré à Clermont par l'archevêque de Rouen, Eudrigo, voilà, Eudrigo, un franciscain apparemment. Le couple eut 4 fils, Louis 1264-1276, le futur Philippe le Bel, Robert 1269, c'est quoi, c'est avant, 1276, et Charles, pardon, oh, décidément je lis mal, et Charles, d'où sortira la branche des Capétiens valois, donc la seconde branche qui prendra la succession après Philippe le Bel, Philippe IV, donc, mais nous en parlerons, ainsi qu'un fils mort fin janvier 1271, en 1270 il accompagna son père à la 8e croisade à Tunis, donc Louis IX. Peu avant son départ, Saint-Louis avait remis la régence du royaume entre les mains de Mathieu de Vendôme et Simon II de Clermont. De Clermont naît le comte de Clermont, auquel il avait en outre confié le sceau royal. Après la prise de Carthage, l'armée fut frappée par une épidémie de dysenterie, on l'a vu, qui n'épargna ni Philippe ni sa famille. Son frère Jean Tristan mourut le 1er le 3 août, né à Damiette, d'accord, voilà. Puis le 25 vers 15h, le roi Louis IX succomba à son tour, vraisemblablement des suites d'une parasitose qu'il aurait contractée avant son départ pour Tunis. Pour prévenir la putréfaction de la dépouille du souverain, le corps fut traité selon le mot, décidément, le mos teutonicus. Le mos teutonicus, parfois appelé mos gallicus, désigne une technique funéraire d'excarnation utilisée dans l'Europe médiévale, consistant à séparer les os de la chair du cadavre. Cette technique hygiénique permet ainsi pour les grands seigneurs et prélats, voilà, de préserver le corps, quoi, de la putréfaction. Philippe fut donc proclamé roi sous le nom de Philippe III. À Tunis, très pieux, sans grande personnalité ni volonté, mais bon cavalier, il dut son surnom de hardi à sa vaillance au combat plutôt qu'à sa force de caractère. Alors, il se révéla incapable de commander aux troupes. Excusez-moi, j'aurais dû commencer déjà à mettre la musique, j'ai pas pensé. Alors, comment Philippe fut donc proclamé, d'accord, mais bon cavalier, il dut son surnom de le hardi à sa vaillance au combat plutôt qu'à sa force de caractère. Il se révéla incapable de commander aux troupes affectées qu'il était par la mort de son père. Il laissa son oncle Charles Ier d'Anjou négocier avec Abu Abd-Allah, Muhammad al-Mustansir, sultan Hafsid de Tunis, et conclure une trêve de 10 ans qui lui permit de revenir en France. Charles d'Anjou obtint le versement d'un tribut du calife de Tunis en échange du départ des croisés.
Alors, un traité fut conclu le 28 octobre 1270 entre les rois de France, de Sicile et de Navarre. De Navarre donc et leurs parents d'une part et le calife de Tunis de l'autre. D'autres morts endeuillèrent encore cette débâcle en décembre à Trapani, en Tunisie je pense. Non, italienne, excusez-moi, en Sicile, mais en plus le beau-frère de Philippe, le roi de Navarre, Thibaut de Champagne. Voilà, on voit la cavalerie, trouva la mort un mois plus tard en Calabre. L'épouse du souverain Isabelle d'Aragon, alors enceinte de son 5e enfant, fit une chute de cheval. Elle se brisa la colonne vertébrale, fit une fausse couche et mourut douloureusement à Cosenza, donc en Italie cette fois. Enfin, à Hyères, dans le Var, donc, Isabelle de France, la sœur de Philippe, perdit la vie à son tour. Décidément, Philippe III arriva à Paris le 21 mai 1271 et rendit d'abord hommage aux victimes qui avaient été nombreuses aussi parmi les soldats. Dès le lendemain eurent lieu les funérailles de son père, donc le 9, dont il transporta les cendres sur son dos de Notre-Dame de Paris à la basilique de Saint-Denis. Le nouveau souverain fut sacré roi de France à Reims le 15 août 1261, soit à l'âge de 1 an, si j'ai bien compris. Parce qu'on a encore beaucoup de... Oui, bon, on va essayer de ne pas être trop long. Alors, politique intérieure, le règne charnière plutôt. L'avènement de Philippe III précéda de peu un bouleversement du paysage politique européen avec la mort du roi d'Angleterre, Henri III, et la fin d'une vacance du trône impérial longue de 19 ans. En outre, la préoccupation de l'Europe n'était plus aux croisades. Ainsi, alors que celle-ci avait été des composantes majeures du règne de son père, le sien fut surtout marqué par des conflits territoriaux, des contestations d'héritage et des guerres de vassalité, bien sûr, un phénomène qui allait encore s'accentuer pendant le règne de son fils, à savoir Philippe le Bel. Conservant la plupart des conseillers de son père, ainsi que Eustache de Beaumarchais, qui était Eustache de Beaumarchais, peut-être Beaumarchais, Autis est mort le 23 août 1894, est un noble français, baron de Calvinet, seigneur de Chambon. Sénéchal de Poitou, de Toulouse et d'Auvergne, Philippe III eut pour grand chambellan Pierre de la Brosse. Voilà, Pierre de la Brosse, qui fit pendre en 1278, oui, les trahisons, bon, ça a toujours été un sujet entre les seigneurs, mais même entre les évêques, on va dire. Bon, les prélats, c'était pas rare non plus, je pense, à l'époque. Alors, politique intérieure, par ses héritages, annexions, achats, unions et guerres, Philippe III s'attacha sans cesse à agrandir le domaine royal et y affermir son autorité. Bon, et comme il n'avait pas d'autorité propre, en politique intérieure, en Castille, après la mort de son beau-frère, Ferdinand de la Cerda, donc espagnol apparemment, dès le 1253, est mort en 1275, fils aîné du roi de Castille Alphonse X, et héritier présomptif de son père jusqu'à sa mort prématurée. Comme quoi. Alors, en 1275, Philippe III prit sans succès le parti des enfants de celui-ci contre Don Sanché IV de Castille, dit Sanché le Brave, désigné successeur par le roi Alphonse X. Donc, en Italie, alors qu'est-ce que je fais là? En Italie, il soutint le pape Martin IV contre les Gibelins. Ah, les Guelfes et les Gibelins, c'est une histoire qu'il faudrait que je vous raconte, mais bon,
ce serait se reporter ou se déporter en Italie. Non, restons en France. Alors, sont des factions qui soutenaient respectivement le pape et l'empereur du Saint-Empire. Alors oui, les uns c'était les Guelfes, je crois, c'est le Saint-Empire, et les Gibelins c'est plutôt le pape romain, il me semble. Non, c'est le contraire. L'empereur du Saint-Empire romain dans les États d'Italie. Oui, d'accord. Bagarre entre le quoi entre... Alors, affectant une expédition punitive, effectuant une expédition punitive en Romagne, donc en Italie, je suppose. Mais il soutint également la politique sicilienne de son oncle Charles d'Anjou après les massacres des Vêpres siciliennes. Voilà, c'est une histoire là aussi, mais encore une fois, on se reporterait à une histoire italienne, donc non, on ne va pas rentrer dans ce... Bref. En 1282, Pierre III d'Aragon, considéré comme l'instigateur du massacre, fut excommunié par le pape qui lui enleva son royaume et le donna à Charles de Valois, lequel ne put le conserver. Alors, ça dépend entre les mains de qui. Alors en 1285, après l'affaire de Sicile, Philippe III, sans son oncle Charles d'Anjou, mort en début d'année, engagea la croisade d'Aragon et s'attaqua sans succès à la Catalogne, siège de Gérone. Gérone est une ville située dans le nord-est de l'Espagne. Du 26 juin au 7 septembre 1285, son armée fut touchée par une épidémie de dysenterie, et le roi fut défait en septembre à la bataille des Formigues. Oh, ben c'est énorme. Qu'il dut battre en retraite. Celle-ci s'avéra désastreuse et l'armée française étant à nouveau attaquée et défaite le 1er octobre à la bataille du col de Panissar, donc c'est dans les Pyrénées, et Philippe lui-même mourut à Perpignan le 5 octobre 1285. Pierre d'Aragon mourant un mois plus tard, Gérone se livra à son successeur et le nouveau roi de France, Philippe IV le Bel, décida le retour en France. Inhumation. Bon. Alors le roi étant décédé, loin de la capitale, se posait la question du traitement de son corps. La technique de l'embaumement antique ayant été perdue, la putréfaction du cadavre était alors limitée par l'éviscération et la technique funéraire du nostotonicus. Bon, on a vu ce que c'était, hein. Il fut le premier roi de France sujet à la tripartition du corps ratio corporis, division du corps en cœur, entrailles et ossements. Concernant le corps de Philippe III, il fut divisé en 4 parties. Ses chairs furent... Bon, je ne vais pas continuer la lecture, hein, vous le verrez vous-même, chers amis. Voilà le gisant donc le gisant de Philippe III à la basilique de Saint-Denis. Bon, sûrement peut-être avant le... En quelle année ça? En quel siècle plutôt? Non, c'est pas indiqué. Ah, pardon, j'ai dit quelque chose. C'est son épouse. Alors, union et descendance. Bon, ça, je vous laisse faire, chers amis, on ne va pas rentrer là-dedans. Voilà, après, c'est les notes. Donc, je reviens en arrière, si vous me permettez. Donc, Louis IX, Philippe III, et puis, bien sûr, on parlera lors de la prochaine vidéo de Philippe IV. Voilà, dit le Bel. Bon, ici, c'est dit l'Ardilla, on va pas se le cacher. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ben, écoutez, on va... Alors, voilà, là, en information, alors, je partage, pardon. Ici, Édouard Leclerc sera le seul distributeur absent autour de Karine Le Marchand, donc ministre de l'Agriculture. Il ne veut pas aller au salon de l'agriculture. Bon, déjà, au salon de l'agriculture, ce n'est pas les petits éleveurs, ni les petits paysans, les pauvres que vous voyez invités. Hein. Généralement, ils n'ont pas de sens, ils n'ont pas les moyens. Eux, leur moyen, c'est de travailler la terre pour gagner plus et payer plus à l'État. Voilà, il faut dire ce qui est. Hein. Attendez, je reviens en arrière quand même. Bon, voyez, moi je crois que cet homme, ainsi que ses ancêtres, hein,
Ils n'ont pas fondé l'empire Leclerc pour rien. Ce n'était pas, et d'ailleurs Hyper-U, on peut dire pareil, hein, ainsi qu'Intermarché, Auchan et d'autres, hein, Casino, et j'en passe. On ne peut pas dire qu'ils ont été créés pour faire plaisir aux petits commerçants, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors justement, vous vous souvenez, lors des manifestations paysannes, bien sûr le regard de la FNSEA, avaient manifesté sans rentrer dans les grandes surfaces, donc chez Leclerc notamment, où finalement ils ont retiré certains produits qui ne venaient pas de France. Bon, voilà. Mais ils n'ont pas enlevé des produits qui ne venaient pas des gros agriculteurs. Enfin, pas des gros agriculteurs, ils ne les ont pas retirés. Bien sûr que non, puisque ça leur appartient, plus ou moins. Et à la place, ils ont fait cet échange, mais ils n'ont pas apporté des produits des petits producteurs. Vous voyez ? Vous pouvez aller dans n'importe quelle grande surface, y compris chez Leclerc ou à Auchan, vous verrez que tous les produits, la plupart des produits, même des produits qui poussent en France, ils passent par une plateforme européenne. Bon, notamment d'Espagne. Orange, Espagne. Clémentine, mandarine si vous voulez, Espagne. Aubergine, Espagne. Courgette, Espagne. Oignon, non, peut-être pas. Enfin, vous voyez, presque tout est d'Espagne, pratiquement. Alors qu'on a chez nous des petits éleveurs, non, des petits agriculteurs qui cultivent et qui ne demandent qu'à vendre dans les grandes surfaces. Mais vu le prix qu'ils demandent, évidemment, puisqu'ils n'ont pas les moyens, ces pauvres agriculteurs, eh ben, les grandes surfaces n'en veulent pas. Alors, voyez un petit peu où nous en sommes. Alors maintenant, j'avais une information. Bon, ça je l'ai vu. On va le retirer peut-être, non? Non, je vais regarder. J'ai quelque chose à vous montrer, je crois que c'est pas là. La malédiction des Templiers. Ah oui, sur les Templiers, j'ai quelque chose à vous montrer, je crois. Voilà. Attendez. Voilà, je vais faire une petite digression sur les Templiers dont on a parlé il y a quelques jours. Je remercie Oleg de Normandie de son travail, donc Pagan TV, je vous le rappelle, hein, où vous voyez que les Vikings, les Templiers, alors je ne l'ai pas lu, hein, il faudra que je le lise, et je vous en parlerai prochainement. Bien. Pour le moment, qu'est-ce que je voulais faire moi? Je voulais mettre un autre... attendez. On va mettre autre chose. Bien entendu, je vais devoir probablement... à un moment donné... Alors, je voulais mettre quelque chose, mais je crois que je vais m'en passer pour le moment. Alors voilà, là il y a un incendie en série. Oui, je vous partage quand même, parce que c'est là vous allez me dire, mais de quoi il parle là? Alors, ah non, je peux pas le mettre, oui, pardonnez-moi. Voilà, un incendie en série. Bon, alors, oui, normalement je pourrais pas le mettre, c'est quand même étrange. Bon, bref, voilà, un incendie, mais bon. Je vais pas vous montrer la vidéo, c'est de FR3. France Télévisions, donc j'ai pas le droit. Bon, j'en parle pas. Alors, je voulais vous faire écouter une vidéo un petit peu marrante, j'allais dire en interlude, mais il va falloir que je supporte de la musique un petit peu. C'est pas là. Bon, je ne le trouve pas. Non, je ne trouve pas. Pourtant, je l'ai bien gardé, il me semble. Non, je ne l'ai pas. Ah, voilà. Donc, je vais suspendre, mes amis, un moment la musique. Voilà. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est peut-être là alors. Ouais, c'est là. Bon, d'accord.
Je suspends un petit moment, chers amis. Hein. Je reviens après vers vous. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Alors, c'est où? Oh, j'y arrive pas. Voilà, c'est là. Alors, on va la partager, cette vidéo. Ah ben non, c'est peut-être pas encore autorisé. Donc, non. Je sais pas s'ils m'autoriseront. Bon, je vais quand même la mettre. Non, je peux pas. Ah bon? Non, je peux pas. Bon, ben je peux pas la mettre. Je voulais vous mettre une vidéo, mais non. Ce sera une prochaine fois. Bon, on continue en musique alors. Tant pis. Je voulais vous mettre une vidéo marrante, mais non, je peux pas. Alors, chers amis, voilà, les Templiers vikings, on va parler de ça. Alors vous allez me dire, mais Raymond, tu pourrais nous parler quand même de l'entretien d'Emmanuel Macron avec le président Trump. Hein. Je vous en parlerai quand j'aurai plus d'informations. Pour l'instant, bon, ce que j'entends dire, vous savez, il se jette dessus en disant que Emmanuel Macron s'est fait humilier, que Donald Trump lui a fait 2-3 blagues en lui disant tu salueras ton épouse, c'est une très belle femme. Enfin bon, oui, c'est des fois ce qu'il a dit, effectivement. Effectivement, que doit-on en tirer, chers amis? Oui, on peut dire que notre président s'est fait encore humilier. Évidemment, Emmanuel Macron fait tout pour qu'à l'étranger, à l'extérieur, que ce soit les États-Unis, l'Algérie ou n'importe quel pays, ou l'Afrique, hein, il fait tout pour nous rendre ridicules. Nous, Français, quand on va voyager, vous voyez, vous partez en voyage, on vous montre du doigt maintenant. Ah oui, parce que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas dans la bien-pensance, la bienveillance des gens. Bon, je ne parle pas de tous les Algériens, Tunisiens ou Africains, non. Mais beaucoup vont se moquer de nous, de vous, en disant, regardez, c'est français, vous voyez, ils ont un gouvernement. Hein, voilà, voilà. Ça peut se comprendre, hein, certains font tout pour ça, quoi. Alors, parlons un petit peu de l'esprit viking. Alors, j'avais aussi un autre sujet à cet égard. Non, ça sera plus tard pour ce qui est de Jeanne d'Arc. Hein. Pour l'instant, on va parler des vikings, comment dire, les Templiers. Non, c'est pas ça? Voilà, les Templiers vikings, en fait. Qui étaient les Templiers réellement? Étaient-ils vraiment des religieux chrétiens, comme on le dit un peu trop facilement? Bon, il est vrai que l'Église s'arrange pour dire que oui, c'était des gens très pieux, qui défendaient les pèlerins, qui s'accompagnaient en Terre Sainte, et puis vers la fin en disant oui, mais enfin bon, après, alors sous Philippe IV, notamment sous la pression de ce roi, oui, finalement, les Templiers, chrétiens qu'ils étaient, obéissants, se sont montrés finalement d'un niveau un petit peu douteux, les pratiques voilà, que le roi de France les accuse. Finalement, oui, j'adhère, c'est vrai que les Templiers se sont mal comportés, ont eu des pratiques de sorcellerie, enfin bon, voilà, vous voyez. En fait, qui étaient vraiment les Templiers? Mais qui étaient-ils? Alors il y a le film Colette de Normandie a mis en ligne, je vous invite à le voir, le film Templiers, Vikings et Cathédrale. Le film, avez-vous déjà écouté votre professeur d'histoire à l'école? L'avez-vous entendu dépeindre le Moyen-Âge comme une série de tueries et massacres par des hordes chaotiques de barbares et cervelés, en vous disant que quelque chose ne colle pas? Avez-vous déjà enduré un long documentaire télé d'histoire en pensant que les bêlements d'un mouton sont plus instructifs? Avez-vous déjà commenté devant une émission dite culturelle, animée par des prétendus experts, mais ressemblant plutôt à un spectacle de guignol dont vous seriez le dindon de la farce? Alors, je cite Oleg, hein, je répète ce que dit Oleg, c'est pas moi qui le dis, hein, je répète. Si un de ces cas vous est arrivé, c'est très bon signe, vous n'êtes pas fou. C'est que malgré les efforts constants de l'idéologie dominante pour éteindre votre conscience, survivent encore en vous l'esprit critique, le désir de comprendre et le sens de la dignité. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul.
Oleg de Normandie et sa petite équipe, d'irréductibles résistants au lavage de cerveau, médiatique à 90% bénévole, et avec un petit budget a réussi à rassembler plus de preuves et d'analyses intelligentes sur les Vikings. Les Templiers et le mystère des cathédrales, que ne l'ont jamais fait les nombreux historiens payés avec vos impôts. Ce travail de réinformation, porté par le besoin de rétablir justice, repose notamment sur les travaux de Jacques Demailleux et Maurice Guignard. Rappelez-vous bien ces noms. Voilà. Pardon. Je vais noter ces noms. Voilà. Ah ben décidément. Voilà. Jacques Demailleux et Maurice Guignard. Ils révèlent des vérités. Bon, lesquelles? Occultées depuis des siècles. Que tu fais de ton occulté par des siècles, dis-moi ce que tu fais de ton or. Je te dirai qui tu es. Dans ce film, vous serez transporté au cœur du Moyen-Âge, à l'époque de l'intrigue qui scella le destin de la France et de l'Europe jusqu'à nos jours. Vous apprendrez le véritable sens et l'étendue majeure du rôle joué par les Vikings dans cette période charnière, l'héroïsme du célèbre roi Ragnar Lodbrok n'est rien en comparaison de toute la portée des réalisations vikings. Vous découvrirez l'extraordinaire secret des Templiers, vous comprendrez comment et pourquoi ils ont été les commanditaires des plus somptueux monuments de notre histoire, et vous pourrez voir clairement quels étaient les véritables desseins et ambitions des différents protagonistes. Vikings, Templiers, rois de France et papes des chrétiens. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Oui, ok, peut-être, mais en réalité, cette histoire écrite n'est qu'un fin vernissure, la colossale masse de traces archéologiques et de preuves indestructibles de notre passé. Il suffit de sortir de chez soi et de se balader parmi les innombrables édifices de pierre anciens, bien sûr, allant de la minuscule chapelle perchée sur un pic rocheux aux prestigieuses cathédrales gothiques pour observer les preuves de leurs origines païennes. Il n'y a pas de S. Et si l'on remonte encore plus loin, en observant avec des technologies modernes les tout aussi innombrables constructions mégalithiques, on découvre qu'elles ont beaucoup de secrets à nous transmettre. Voilà, je continue. Alors, tel que le courageux Hermod chevauchant Sleipnir, le cheval à 8 pattes d'Odin. Oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? On parle de la religion odinique, je rappelle. Alors, oui, la religion odinique, il y a des choses à découvrir que moi je vous invite tout simplement, pourquoi un cheval à 8 pattes? Et pourquoi pas? Tel le courageux Hermod chevauchant Sleipnir, je sais pas comment on dit, le cheval à 8 pattes donc d'Odin, vous voyagerez à travers l'espace et le temps en quête des traces laissées par nos lointains ancêtres, il y a plus de 5000 ans. Et oui. Et ça dérange un peu les chrétiens. Je sais bien, chers amis croyants, ne m'en veuillez pas, mais il faut bien quand même que l'on compare ce qui est comparable et arrêtez d'écouter toujours qu'un seul côté d'une version d'histoire. Et là, Oleg a parfaitement raison. Vous décrypterez une partie du mystérieux message des dieux et réaliserez qu'à travers les âges, Celtes, Égyptiens, philosophes, hermétistes, vikings et templiers,
ont été les héritiers et défenseurs de ce qu'on appelle la tradition primordiale. Les Templiers et les Vikings ont fait construire les cathédrales gothiques pour transmettre cet héritage. Elles ont été conçues comme des vaisseaux de pierre transportant le message, les valeurs, la religion et la philosophie de nos ancêtres jusqu'à nous. Plus que jamais, aujourd'hui, leurs valeurs émancipatrices et démocratiques manquent à notre société étouffée par la pensée unique. Et oui, je vous l'ai dit, la pensée unique, si elle s'écarte des historiens, des philosophes patentés, BHL, pour ne pas le citer, là vous êtes antisémite, vous êtes tout ce que l'on veut, quoi. Vous n'êtes pas dans la droite raison, vous comprenez. Si vous ne vous laissez pas endormir, c'est que vous êtes réactionnaire, fasciste, d'extrême droite et j'en passe. Bon. Je remercie donc de tout cœur Oleg et son équipe pour nous aider à redécouvrir et se réapproprier cet héritage extraordinaire. Cela va changer notre vision du passé et ainsi nous aider à améliorer notre futur. L'ours cosmique. Voilà, ça s'arrête là. Qui a signé ce joli documentaire, je ne sais pas. Bon. Alors après, vous avez ici, voilà, ça c'est le château de Versailles. Regardez le pavé que Louis XIV a fait mettre. Regardez bien. Regardez. Vous voyez, c'est des signes odiniques. Ce sont des losanges traversés par une croix et au milieu, vous avez une obélisque. C'est la lance d'Odin. Enfin, ça, Oleg vous l'explique mieux que moi. Je ne veux pas copier son travail. Je ne veux que transmettre ce que j'ai appris de lui, en le remerciant par avance. Mais je ne veux pas non plus faire exactement ce que lui il a fait. Je vous laisse le soin de découvrir son travail. Voilà, mes amis. C'est à peu près ce dont je voulais vous parler. Là, c'est bon. Ici, je vais revenir. Voilà, nous avons fini avec les rois, donc. Enfin, fini pour aujourd'hui, J'aurais bien voulu vous parler un peu d'Emmanuel Macron. Oui, bon, j'aurais bien voulu, mais le problème c'est que... Alors attendez, je ne vais pas enlever ça. Je vais remettre une autre... Non. Pardonnez-moi, chers amis, je ne vais pas traiter d'informations d'actualité aujourd'hui. Alors oui, bon, vous savez que Emmanuel Macron a rencontré lundi dernier... Donc, nous étions le 23, si je comprends bien, 24 février, il a rencontré le président Donald Trump, ça s'est bien passé, oui. Vous savez, la poignée de main de Donald Trump, si vous lui mettez votre main, à moins que vous soyez vous-même costaud, il va vous broyer la main si vous n'êtes pas dans son profil. Il lui a broyé la main. D'ailleurs, on voit une légère grimace du président Macron lorsque Trump lui serre la main au début. Alors, en plus, il a été accueilli non pas par la grande entrée de la Maison Blanche, paraît-il. Moi, je ne sais pas, j'ai pas les images. Il a été accueilli derrière, je crois, ou à côté, une porte où rentrent généralement les personnalités de second ordre, voire le personnel de la Maison Blanche, on va dire, les choses plus bassement. Et puis sans protocole. Voilà, il n'a pas été accueilli avec le protocole des chefs d'État, des rois ou autres. Vous voyez, il a été accueilli comme Donald Trump se fait l'idée de notre cher président. Vous voyez? Bon, après, je vous ferai un débrief sur ce qui s'est passé lundi, lorsque j'aurai plus d'informations, parce que vous voyez, il ne faut jamais réagir à chaud. Il y a beaucoup de gens qui, même parfois le média 442, parfois ils réagissent un peu trop vite. Moi je crois laisser un peu du temps au temps, comme disait quelqu'un, il n'y a pas François Mitterrand qui l'a dit, c'est un philosophe grec. Il faut laisser du temps au temps, effectivement, il faut laisser reposer un petit peu, on va dire, l'ardeur, le bouillonnement d'une actualité et d'une information. Il faut laisser quelque temps, reposer un petit peu et voir à tête reposée, à froid si vous voulez, un petit peu les événements qui se sont réellement déroulés ou supposément déroulés. Bon, je n'en dirai pas davantage. Voilà, chers amis, un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, je reviens ici.
Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir été patient jusqu'au bout, de ne pas m'avoir laissé tout seul. Enfin, si vous n'écoutez pas jusqu'au bout, je vous en veux pas, rassurez-vous. Hein. Je ne suis pas là pour vous faire le reproche, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Hein. C'est une chaîne libre ici, on n'est pas là pour s'obliger à suivre Monsieur Raymond. Sûrement, si on ne veut pas suivre Raymond, c'est pas bien grave, hein, autant vous dire. Mais si vous aimez mon travail, chers amis, alors je vous invite à vous abonner, à liker, partager, mettre un pouce, activer la clochette. Et surtout, dire à YouTube, vous voyez, je fais tout ça. YouTube, vous voyez, je fais ce que cette chaîne mérite. Donc je vous demande à YouTube, Google, que cette chaîne puisse être propagée partout, connue partout, en France, dans l'Hexagone, en Europe et au-delà de l'Europe, en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, partout, sans exception. Donc, chers amis, à vous de faire le travail en seconde main, à vous de faire le nécessaire. Si vous voulez que cette chaîne prospère, se maintienne à un bon niveau, voire évolue, même évolue. Hein. Oh, je ne demande pas d'avoir des millions de vues, non, quand même pas. Il ne s'agit pas d'avoir des millions d'abonnés ni de vues pour être connu. Hein. Il suffit simplement d'avoir une bonne représentativité d'abonnés, de lecteurs, d'auditeurs. Cela me suffit, mais tout le monde sont les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous invite à travailler en seconde main, de faire votre possible. Et nous nous disons, chers amis, à bientôt, portez-vous bien, soyez heureux en famille, soyez bienveillants, bienveillants, protecteurs même hein, de vos enfants, petits-enfants, et même de vos aînés, surtout les plus âgés, vos grands-parents, surtout, hein, parents, grands-parents, surtout si vous avez des parents qui sont pas en très bonne santé, ou des grands-parents qui sont là, un petit peu déclinants sur le plan santé, rappelez-vous qu'ils vous ont tenu dans leurs bras, ils vous ont bercé, ils vous ont bordé le lit, ils vous ont consolé lorsque vous aviez des mauvais rêves, hein, des mauvaises nuits, voilà, ils étaient là. Alors à votre tour d'être bienveillant envers eux, ils le méritent. Et puisque vous faites pareil, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, je pense que vous voyez de quoi je parle, le retour envers eux c'est la même chose. Soyez bienveillants envers vos enfants et petits-enfants, vous les prenez dans vos bras, vous les bordez, vous leur donnez à manger, vous les nourrissez, vous les vêtez, hein, vous leur donnez des vêtements, et vous leur racontez des histoires pour qu'ils s'endorment calmement, qu'ils passent des bonnes nuits. Voilà, soyez généreux, et puis alors bien sûr, envers vos amis, là aussi, soyez bienveillants, soyez dans la concorde, la paix et l'amour. Et pareil sur votre lieu de travail, en général, si vous travaillez, ou dans vos démarches administratives, recherche d'emploi ou autre, hein, soyez bienveillants, même envers des fois des responsables administratifs qui ne sont pas toujours bienveillants, pas toujours commodes, hein, ou avec qui des fois on a des difficultés à faire passer un petit peu ces demandes. Hein. Mais enfin, essayez de mettre un peu... voilà. Je vous invite à la bienveillance et on se dit à très bientôt. Au revoir.